présenter Laure Soustiel, que l'on ne présente plus d'ailleurs, qui est expert en art de l'islam, que vous connaissez certainement, et qui va donc nous présenter cette conférence sur les traces de Tamerlan à Samarcande. Et alors, je vous laisse prononcer parce qu'effectivement. Enfin, je ne suis pas sûre de la prononciation non. Bien. Bonjour. Alors. Il faut que je retire le masque. D'accord, oui. Ce sera mieux pour parler, oui. Merci, oui. C'est vrai qu'il fait chaud. Je vais peut-être même enlever ma veste ouzbek d'ailleurs. Donc, lorsque Christian Béalu m'a recontacté en mai ou en juin dernier pour me demander si j'étais toujours partante pour donner une conférence lors du parcours de la céramique et puis aussi pour connaître le sujet auquel je n'avais pas encore pensé, nous sortions du confinement et j'ai passé plus d'un mois à plein temps à finir 2 albums de photos sur l'Ouzbékistan que j'ai apportés. Et je me suis dit que comme beaucoup de gens avaient certainement eu des désagréments de voyages annulés ou de déplacements de vacances, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'allier une causerie sur la céramique islamique avec un voyage virtuel à Samarcande, en Ouzbékistan, pour ceux qui ne connaissaient pas, ou pour ceux qui connaissent et qui ne l'ont pas revu depuis longtemps. Voilà, donc ça a beaucoup changé. Oui. Voilà, donc je vous propose donc de venir avec moi sur les traces de Tamerlan, à Samarcande, sa capitale, et à Shahrazad, qui est sa ville natale, et qui se trouve à 90 km de Samarcande, au sud de Samarcande. Alors, je passe comme ça. Voilà. Donc, pas de compteur, je fais avec le crayon. Donc, Samarcande est une ville située en Ouzbékistan, ici. L'Ouzbékistan est l'une des 5 républiques, anciennes républiques soviétiques, créées en 1991. Les 5 républiques avec un nom en stan, d'ailleurs. Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan et Tadjikistan. Alors, stan, c'est un suffixe qui en persan veut dire le lieu. Donc, c'est le lieu des Ouzbeks, le lieu des Turkmènes, le lieu des Kazakhs. Pour les gens qui connaissent aussi les manuscrits persans, il y a le Golestan, donc le lieu de la rose, donc le jardin de la rose. Voilà, donc toutes ces républiques. Et Samarcande se situe ici, alors on ne voit pas très bien, ici. Shahrazad se situera ici, de l'autre côté de cette chaîne de montagne, ici, entre les 2 chaînes de montagne, là, ici. Et alors, vous voyez, là, on est vraiment au pied ça c'est le Tadjikistan avec le Dushanbe, au pied de la montagne. Et on arrive sur les steppes, les fameuses steppes d'Asie centrale, avec la mer d'Aral qui a complètement disparu. Il en reste plus que ça. Et ces grandes étendues et les déserts. Ici, vous avez le désert de sable rouge, Kizilkoum. Voilà, donc c'est la géographie de l'Ouzbékistan. Comme vous le voyez, c'est un pays, une région qui n'a aucun accès à la mer, à part sur la mer Caspienne, mais qui est une mer intérieure. Donc c'est vraiment complètement enclavé. Et c'est un pays de steppe, qui était le pays de grandes tribus nomades et d'empires des steppes. Et Gengis Khan, d'ailleurs, Gengis Khan, il venait de ces tribus, il venait de ces steppes les plus à l'est, plus de la Mongolie. Voilà. Donc ça vous donne pour les personnes qui ne connaissent pas, un point de vue géographique. Attendez, je voulais mettre mon... Merci. Donc voilà pour la présentation de l'Ouzbékistan. Et alors Samarcande, nous allons donc présenter un peu Samarcande. Samarcande est une ville de 400 000 habitants actuellement, qui a été classée en 2001 au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a été complètement réaménagée en 2009 d'un point de vue urbain pour en faire, à mon sens, un musée à ciel ouvert après, et transformer le centre touristique donc en grand musée à ciel ouvert. Et ça a impliqué de détruire beaucoup de quartiers populaires et de déloger des gens et de les installer en périphérie de la ville. Bon, le résultat est ce qu'il est. C'est vraiment été complètement remanié. On ne va pas s'étendre sur Samarcande puisqu'on va se concentrer que sur le Samarcande de Tamerlan. Donc on ne va pas regarder tout Samarcande. Donc Samarcande est l'une des plus anciennes villes habitées d'Asie centrale, avec Boukhara. Elle est située sur la route de la soie. La cité a été fondée par les Sogdiens
vraisemblablement donc par les Sogdiens, qui était un peuple scythe, encore un peuple des steppes, qui s'est sédentarisé dans la région et qui a donné son nom à la région, qui s'appelait à l'époque la Sogdiane. C'était une importante province d'Asie centrale. Et le site de Samarcande s'appelait Afrasiab. Et il a été occupé entre moins 500 et plus 1220, qui est l'arrivée de Gengis Khan à Samarcande. Voilà. Donc le nom ancien, c'est Afrasiab. C'est une ville qui a été conquise par Alexandre le Grand en 329 avant Jésus-Christ, à la période hellénistique. Elle prendra un autre nom. Elle a subi beaucoup de dégâts, mais elle a été reconstruite. Ensuite, après Jésus-Christ, en 260 après Jésus-Christ, elle a été conquise par les Sassanides. Et puis, elle est devenue un très grand centre de manichéisme. Voilà, elle a diffusé la religion manichéenne dans la région, en Asie centrale. Et c'était aussi un très grand centre mondial du commerce, puisqu'elle était vraiment à la croisée des routes entre la Chine, l'Inde, la Perse et l'Empire byzantin. Donc c'était vraiment une ville très stratégique. Et les marchands sogdiens ont vraiment développé et dominé les échanges commerciaux dans toute l'Asie centrale. Alors je voulais vous montrer à propos des... Voilà. Ah, non, ça, comment... Voilà. Alors, je voulais en profiter, même si ce n'est pas du tout Tamerlan, mais je ne vais pas m'empêcher de vous montrer ces très très belles fresques qui ont été découvertes en 1965, avant d'être détruites. Enfin, elles ont failli être détruites, elles ont été sauvées de la destruction. Et elles ont été ensuite fouillées et étudiées par une mission franco-soviétique en 1989 menée par Franz Grenet, qui était au CNRS et qui est maintenant professeur au Collège de France. Et après 1989, c'est devenu la mission franco-ouzbek de Sogdiane et de Samarcande. Et ils ont donc mis à jour ces fresques, ces peintures murales, donc qui correspondraient à une salle de réception d'une résidence aristocratique, probablement une résidence privée d'un roi qui aurait régné vers 660. Donc nous sommes au 7e siècle. Et quand je vois les oies, alors vous voyez, il y a des personnages, des processions, les éléphants qui amenaient des différentes choses. Et les oies, je trouve ça très beau, j'avais envie de le partager avec vous. C'est au musée d'Afrasiab. Alors, Afrasiab, c'est l'ancienne Samarcande. C'est les anciens quartiers de Samarcande. Alors ensuite, les Omeyyades conquièrent la ville. Voici l'empire sassanide, juste avant la conquête de l'islam, d'ailleurs, vous voyez, au VIe siècle. Et ensuite, à côté, la conquête arabe. Et les Omeyyades conquièrent la ville en 710. Alors 710, c'est une date stratégique, puisque au même moment, les premiers compagnons du prophète ont atteint d'un côté Samarcande, de l'autre et l'Indus en même temps, et de l'autre côté Cordoue. Donc c'était vraiment l'apogée de l'expansion du premier empire islamique. Et donc en 710, ils sont arrivés à Samarcande, et en 751, lors d'une très célèbre bataille qui s'appelle la bataille de Talas, les Abbassides, qui sont les successeurs des Omeyyades, ont découvert le secret du papier, de la fabrication du papier. Ils ont obtenu cette recette ce secret de fabrication auprès de prisonniers Han, de prisonniers chinois. Et c'est ainsi que la première fabrique de papier fut installée à Samarcande en 751, et de là la technique a diffusé, comme vous le savez, à travers le monde. Donc c'est vraiment une ville importante, ne serait-ce que pour la fabrication du papier. Ensuite, les Samanides ont pris le pouvoir au IXe siècle. Bon, je vais vous passer toutes les dynasties. Et il y a une succession de tribus turques, en fait, qui ont pris le pouvoir de la région, notamment les Seljoukides ou les Khwarezmshahs. Et en 1220, enfin, Gengis Khan conquiert Samarcande et pille quasiment complètement la cité, la ville, comme on dit. Un siècle et demi plus tard, c'est Tamerlan, donc Timur Lenk, qui installe sa capitale à Samarcande et qui édifie des monuments prestigieux et qui en fait vraiment un centre de vie intellectuelle et artistique très important. Après la mort de Tamerlan, le centre artistique va se déplacer plus à l'est vers Herat en Afghanistan. Donc Samarcande est vraiment la capitale de Tamerlan. Ensuite, ils ont été renversés, et après, au XIXe siècle, elle est passée sous domination de l'Empire russe. Donc ça, c'est pour Samarcande, un petit topo. Maintenant, nous allons un peu évoquer Tamerlan. Donc Tamerlan, en fait, son nom, c'est Timur le boiteux, donc Timur Lenk,
d'où son surnom de Tamerlan. Et c'est le fondateur de la dynastie des Timourides, de son nom. Alors il est né en 1336 près de Shahrazad, qui s'appelait Kash à l'époque, et sous le pouvoir des Khan Chagatai, qui sont des descendants des Mongols, des descendants de Gengis Khan. Il était installé donc à ce moment-là, la région ne s'appelait plus la Sogdiane, mais elle s'appelait la Transoxiane. Ça veut dire au-delà du fleuve, au-delà de l'Oxus qui s'appelle maintenant l'Amou Daria, et entre l'Oxus et le Sir-Daria, c'est-à-dire que vous le voyez là, et cette région qui est entre les deux fleuves, que vous voyez ici, Samarcande, voilà, vraiment entre les deux fleuves qui se jettent dans la mer d'Aral. Alors, Tamerlan est très important puisqu'il est considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire, et c'est le dernier des grands conquérants nomades. Il a très rapidement cherché à agrandir son territoire, et ici, je vous ai écrit son nom, voilà, l'autre nom, comme ça au moins vous avez vous voyez comment ça s'écrit. Et vous voyez, donc il a conquis, agrandi, il est reparti de Samarcande, et il a agrandi son territoire, puisqu'il est arrivé à un territoire qui est quasiment celui de l'Empire sassanide. Vous voyez, vous avez Samarcande ici, voilà, tac, et on voit la taille de son territoire. Très rapidement, il entame la lutte donc, pour le pouvoir et pour l'expansion, et il voulait essayer de recréer l'empire mongol de Gengis Khan. Donc c'était un peu son objectif. Il ne pouvait pas prétendre au titre de Khan. C'est un titre de noblesse mongole qui veut dire prince, seigneur, chef, prince, car il n'était pas descendant de Gengis Khan lui-même. Et il utilisait donc le titre de Amir, qui veut dire général, un émir. Et il gouvernait au nom d'un Khan, d'un chef, chef Chagatai, qu'il avait lui-même mis au pouvoir, comme ça au moins il contrôlait tout. Et en revanche, il se présentait comme le gendre, c'est-à-dire c'était son titre, le gendre de Gengis Khan, puisqu'il avait épousé 2 princesses descendantes de Gengis Khan. Donc il était lié à Gengis Khan. Très rapidement, il est devenu un chef de guerre qui s'est basé sur la terreur et la puissance militaire. C'était vraiment ces deux façons de fonctionner. Il ne pouvait pas non plus être calife, puisqu'il n'était pas descendant du prophète. Alors, donc il s'est créé un mythe de son vivant pour dire qu'il avait un pouvoir surnaturel pour dire qu'il était très important. Il se référait comme l'épée de l'islam. Voilà. Alors donc il a conquis, comme je vous ai dit, il a utilisé la violence, la terreur et la puissance militaire, donc il a conquis beaucoup de territoires, il a tué les civils et il détruisait sans relâche partout où il passait, mais malgré cela, il épargnait les artistes et les maîtres artisans, car pour lui c'était très important de garder le savoir-faire, et il voulait absolument que sa capitale soit la plus belle des villes. Donc il récupérait tous les artistes et tous les artisans des villes qu'il détruisait, qu'il conquérait, et il les envoyait à Samarcande pour qu'ils puissent contribuer à l'embellissement de la ville avec la collaboration des artistes locaux. Les artistes, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à Samarcande, en fait, il y a eu un conglomérat, une concentration d'artistes qui sont venus de tout son empire et qui ont créé un art propre à l'époque timouride. Donc on peut dire que Tamerlan, malgré ses conquêtes, était un protecteur des arts et des lettres, et qui firent la grandeur de Samarcande, et il a surtout développé l'architecture, la peinture et les arts du livre. Ce sont les principaux sujets, les principaux arts qu'il a développés. Et cet art timouride s'est développé après au-delà de Samarcande et au-delà des frontières, puisque quand il est mort, il est mort en 1405, mais en 1411, un décret a permis à tous les artistes de retourner dans leur pays d'origine. Donc, ils sont repartis chacun chez eux et ils ont continué à travailler dans le même style, ce que l'on connaît au XVe siècle comme le style timouride international. Alors, les monuments que nous allons voir, parce que je pense que vous avez hâte de voir des monuments et de m'entendre parler. Les monuments, donc on va voir surtout le Shahizinde, la fameuse nécropole de Samarcande. À Samarcande, nous allons voir le Shahizinde, la mosquée de Bibi Hanoum et le Gour Émir. Et à Shahrazad, nous allons regarder le portail du palais de Aksaray et la crypte où Timur avait prévu de se faire enterrer. Alors voilà, on reste sur Timur, certainement. Alors, la fameuse nécropole du Shahizinde, voilà.
Alors, j'ai fait des photocopies, mais pas pour tout le monde, mais vous pouvez les faire passer ou à plusieurs, si vous voulez, pour les regarder. Si vous êtes plusieurs à partager, à regarder, c'est peut-être pas très pratique, mais je sais pas si... voilà, il y en a peut-être qui connaissent... ah ouais, mais attends, j'en ai... Attends, j'en ai une autre. Attendez, je vous donne celle-là, madame. Voilà, moi j'en ai... Je vous donne celle-là, tenez, voilà. Tenez. Alors, donc le Shah Izinde, c'est une fascinante nécropole qui est construite à flanc de colline du côté d'Afrasia, donc l'ancienne, ce qui est actuellement à Samarcande. Et Shah Izinde, ça veut dire le roi vivant. Donc alors je vais vous expliquer le nom, le roi vivant. En fait, c'est un lieu de pèlerinage autour de la tombe de, alors Koussam, on va voir son nom écrit, Koussam ibn Abbas, Koussam fils de Abbas, qui était un cousin du prophète Mahomet et qui serait arrivé à Samarcande en 57 de l'Hégire, donc très rapidement, en 676 à peu près. Et la légende raconte que alors qu'il était en prière, il a été décapité par des infidèles. Il aurait donc ramassé sa tête et il serait allé se cacher dans un puits où il vit toujours. D'où le nom de Shah Izinde. Alors, il n'y a pas de trace de tombeau. La première trace de tombeau qui existe pour Koussam ibn Abbas, fils de Abbas, elle date du milieu du XIe siècle. Il y a encore des vestiges. Et très rapidement, ensuite, au XIIIe, XIVe siècle, le tombeau a été remanié et redécoré comme nous allons le voir. Alors, juste avant d'arriver au tombeau de Koussam ibn Abbas, je vais vous montrer vous expliquer un peu la nécropole. Donc, elle est à flanc de colline. Voilà le portail d'entrée, donc qui est plus tardif. Celui-là est plus tardif, mais le portail est là. Là, il y a une ruelle qui monte avec des escaliers. Voici la ruelle de tombeaux. Et le complexe, la mosquée et la salle de pèlerinage et la chambre funéraire de Koussam ibn Abbas est là. Et voici une vingtaine de tombeaux donc, qui sont alignés le long de cet axe. Alors en fait, quand Timour a pris le pouvoir et s'est installé à Samarcande, il a envoyé un ami, un compagnon, aller se renseigner à propos de la légende et à propos du roi vivant. Et il a développé un complexe de nécropole, donc un complexe funéraire autour de ce tombeau, afin d'y mettre les mausolées des membres de sa famille et de son aristocratie. Donc il y a une série de monuments qui datent principalement de la seconde moitié du XIVe siècle, un peu plus tard aussi, il y en a de début XVe et puis il y en a eu un peu après aussi. Et l'intérêt de cette nécropole, donc cette superbe nécropole, c'est que tous les mausolées sont recouverts de carreaux de céramique et qu'ils ont ils ont été faits avec des quantités de techniques de fabrication différentes. Donc c'est vraiment un panel extraordinaire de toutes les techniques de céramique qui existaient à l'époque et même il y a même certaines techniques comme les glaçures colorées et lignes noires qui ont été développées ici dans ce creuset d'artistes de tout l'Empire qui ont vraiment travaillé et développé tout. Alors tous les noms que j'utilise là, l'écriture des noms, je l'ai prise, je ne suis pas allée chercher loin, voilà. Le livre Tombeau de paradis que certains connaissent, écrit par Jean Soustiel et Yves Porter. Donc les noms sont de ce livre et les illustrations, j'en ai pris plusieurs tirées du livre. Je les ai entourées en blanc et puis j'ai marqué que c'était fait. Alors j'ai marqué de la date parce qu'elles ont été prises en 1900. Le livre est publié en 2003 aux éditions Molnay-Laillot. Il existe aussi en anglais si ça vous intéresse. Et il y a eu une mission qui a été faite par Papa et Marie-Christine y était aussi, qui est ici présente, en 1998. Et pour justement préparer le livre. Donc j'ai marqué que les photos dataient de 1998, ce qui nous permet d'avoir une idée, parce que justement l'intérêt c'est de pouvoir comparer avant et après, quelquefois. Je me suis dit tant qu'à faire, autant en profiter puisque j'avais le matériel. Alors je vais vous montrer d'abord des vues un peu du Shah Izinde. Ça c'est le portail d'entrée, donc le portail qui se trouve ici, mais qui est un peu plus tardif en fait que l'époque de Tamerlan. Et
Alors voici la ruelle quand on arrive, le début de la ruelle, l'escalier, le fameux escalier qui monte dans la grande ruelle. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc là on est, ceux qui ont le plan, voilà, on monte là il y a les escaliers et après on arrive, en haut de l'escalier on arrive là, dans cette petite ruelle avec les tombeaux qui se font face, qui sont vraiment très très collés les uns aux autres. Et là on est tout au bout de la ruelle, au-dessus d'un arche d'ailleurs avec un passage qui passe dessus. On va en reparler après de ce passage. Là, on est sur le dernier, enfin, la dernière photo, c'est le dernier tombeau tout au bout de la ruelle. Voici, c'est celui-là. Donc ça, ce sont des photos prises en 2019. Alors ça, voilà, ça, je les ai prises des albums. J'ai même apporté des albums de photos. Il y a des photos de Marie-Christine aussi dans les albums, j'ai remarqué, certaines, de ton voyage de 1985. Oui. Voilà, donc parce que papa, quand il a fait ses albums de photos, là j'en ai apporté 2, mais j'en ai 7 comme ça, je vais vous dire que c'était trop long. Et quelquefois, pour comparer déjà, il a fait un voyage en 91, 94, 96 et 98, 4 voyages. Et en fait, quelquefois, il comparait avec les photos précédentes pour voir déjà un peu l'évolution des monuments. Alors, donc je continue pour la présentation. Voilà. La ruelle, voilà, donc elles sont entourées en blanc, les photos qui viennent du livre. Donc la ruelle en 1998, où vous voyez que il y a de la terre, vous voyez, 500 ans ou 600 ans de terre qui sont accumulés autour des tombeaux, qui avaient été laissés à l'abandon pendant longtemps. Et une petite ruelle avait été dégagée quand même pour pouvoir avoir accès au mausolée, mais la terre était restée. Et voilà, en 2019, c'est complètement dégagé, puisque maintenant il y a une grande esplanade en fait au milieu du Chaïzindé ici. Voilà, à peu près. Là, on est sur l'esplanade du centre. Ah oui, c'est différent. Ah oui, c'est très différent. Oui, c'est Disneyland maintenant, c'est très coloré. Alors, vous allez voir, justement, je me suis dit qu'on allait en profiter. Voilà, donc la ruelle, voilà. Voici la placette, la place devant. Voilà. Alors voici avant, ça c'est les photos prises en 94 où bon, c'était vraiment complètement à l'abandon. Et voici maintenant, oui, c'est très propre. Donc on va regarder certains mausolées, pas tous. Et voici donc la même placette prise vers le fond de la ruelle. Donc voilà, là on est toujours dans la placette, mais là maintenant on regarde vers le fond. Et ici vous avez le mausolée de Qusam ibn Abbas, le fameux complexe de ce saint. Et le petit passage dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on en parlera, voilà, qui passe au-dessus, il y a un petit passage qui passe de cette mosquée à ce mausolée. Donc, et ça, c'est encore les vues du... oui, c'est pratiquement la même vue, vous voyez, mais c'était pas dans le même état en 94 par rapport à 2019. Alors, le premier monument dont nous allons parler à la nécropole, c'est le plus ancien, c'est évidemment le tombeau de Qusam, fils de Abbas. Alors, il y en a qui disent Qasim ibn Abbas, hein, donc c'est un peu comme vous voulez, hein, Qusam, Qasim, c'est très difficile tous ces noms parce que ils ont tous des orthographes et des prononciations différentes. Donc, qui a débuté au XIe siècle, milieu du XIe siècle, et qui a été complètement refait au XIVe. D'ailleurs, alors ici, donc ça c'est la salle de pèlerinage. Alors, sur le plan, donc c'est tout cet ensemble. Il y a une mosquée, je ne sais pas si vous faites passer. Après, là il y a un couloir. Là, il y a la salle de pèlerinage et au bout, il y a la chambre funéraire. Donc là, on est dans la salle de pèlerinage. Et on sait qu'elle date de 1334-35 parce qu'en fait, il y a une grande frise coranique ici qui fait le tour de la coupole. Et à un endroit de la frise, je ne sais plus où, ça va être par là, il y a une inscription qui est datée, voilà, qui porte la date de 735, voilà, la date est là. Et donc, du coup, on sait que la mosquée, enfin le mausolée date de 735. Et dans cette pièce de pèlerinage où les gens venaient se recueillir, il y a une petite arche et une petite grille. Et derrière cette grille se trouve la fameuse chambre funéraire que l'on va voir juste après, qui est donc cachée et que l'on peut à peine voir. Alors, en 98, vous pouviez certainement la voir, parce que la photo que j'ai prise date de 98, mais en fait, maintenant, on ne peut plus rentrer dans cette chambre funéraire. Donc, je vais vous la montrer, parce que c'est quand même un joyau de la céramique islamique.
mais je n'en ai que la photo, enfin on le voit à travers la grille, mais on ne peut vraiment pas du tout le prendre en photo. Le voici, voilà, le fameux cénotaphe qui est extraordinaire, le cénotaphe de Qusam ibn Abbas, qui date donc très probablement de la même période que la salle, et donc il daterait de 1334-35, enfin, c'est ce qu'on pense. Enfin, ça correspond de toute façon stylistiquement avec la technique, et c'est vraiment l'un des sommets de l'art céramique. Alors je vous ai remis le petite grille là pour vous montrer que voilà, on le voit derrière ça, et la photo vient du livre. Donc ça, alors ce cénotaphe, il est composé de 3 gradins de forme décroissante, empilés les uns sur les autres, chacun avec des petites colonnettes aux angles, et le cénotaphe de Qusam au-dessus. Chaque palier est recouvert de carreaux de céramique bleu cobalt, avec un décor moulé, et un décor, en fait, ce qu'on appelle l'ajvardina, c'est-à-dire que le décor est redécoré, le carreau est redécoré en dernière cuisson à petit feu, avec des traits de rouge, de blanc et de l'or. Voilà, donc il y a le blanc et il y a les différentes techniques. Alors le rouge, c'est une couleur qui réapparaît qu'on ne voyait pas avant, et qu'on voyait très peu, et là qui revient un petit tout justement dans la technique du lajvardina. Alors lajvardina, c'est un nom qu'on a donné à cette technique parce qu'en persan, lajvard, ça veut dire lapis lazuli. Donc on trouvait que ça ressemblait au lapis lazuli, même si en fait le bleu est fabriqué avec du bleu de cobalt. C'est pas du lapis lazuli, c'est du bleu de cobalt. C'est vraiment une technique qui existe en Iran et en Asie centrale, qui est développée en Iran dès le dernier quart du XIIIe siècle, et qui s'est développée, qui a continué tout le long du XIVe siècle et qui a disparu après. Donc on est vraiment dans cette période. Et on pense que l'utilisation de cette technique, de ces carreaux très sombres avec de l'or, c'était influencé par les textiles chinois, donc pour faire montrer c'était influencé par les textiles chinois sombres avec des décors dorés dessus. C'est une des théories je crois que c'est Yolande Cros, qui a écrit un article là-dessus. Donc le rouge, donc c'est un élément ferrugineux, donc probablement de l'hématite, et le bleu de cobalt. Et on connaît la technique en fait grâce à un traité de céramique dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été écrit par Aboul Qasim en 1300. C'est vraiment le traité de céramique islamique dont on a que l'on connaît, qui a été traduit. Et en haut, il y a le cénotaphe de Qusam avec la date de 676, 57 de l'Hégire. Alors, je profite de ce complexe. Donc, il y a une porte d'entrée qui y mène. Je vous la montre, même si ce n'est pas de la céramique, mais c'est très intéressant. Bon, là, l'encadrement est en mosaïque de céramique. Et il y a une inscription d'ailleurs là-haut qui réfère à Mahomet, au prophète, qui dit, qui ne cite pas Mahomet, qui dit le prophète, l'arabe, le hachémite, le kouraïchite, le mécois, le médinois, que la paix soit sur lui. Tout ça, ce sont des qualificatifs, des adjectifs qui réfèrent à Mahomet. Que la paix soit sur lui, a dit Al-Qusam ibn Abbas est la personne qui me ressemble le plus en apparence et en caractère. Donc c'est pour vous montrer l'importance de ce saint, cousin de Mahomet, l'importance qu'il revêtait pour le monde islamique. Et des portes en bois ont été faites à l'époque. Alors c'est pareil, là ça vient du livre, parce que j'ai pas réussi, les portes étaient ouvertes donc je pouvais pas les prendre en photo, et en plus il y a toujours trop de monde, donc la seule vue des portes fermées que j'ai, ça vient du livre et elle date de 1960. Mais sinon, voici le détail des portes. Voici. Alors les portes, vous voyez, qui sont ouvertes, et elles sont entièrement sculptées, elles sont même incrustées d'ivoire. Le travail est très très beau, et ça vous montre c'est pour vous mettre en parallèle les techniques de céramique et les autres matières qui étaient les autres arts qui étaient développés à Samarcande sous l'époque de Timour, puisque là nous sommes, cette porte est signée, voilà, elle est signée, et une inscription qui dit les portes du paradis, c'est pour ça qu'on les appelle les portes du paradis. Les portes du paradis sont ouvertes aux pauvres, et la miséricorde est éternelle pour le miséricordieux. Œuvre de Saïd
Youssouf Shirazi dans l'année 807 de l'Hégire. Voilà, donc c'est écrit ici. Et 807, donc ça correspond juste avant la mort de Timour. Ce qui est intéressant aussi, c'est le nom de ce monsieur Shirazi. Le dernier terme de son nom, en fait, s'appelle une nisba. Et ça donne l'état de lieu, ça donne le lieu d'où il vient, l'origine de la personne. Et là, donc, c'est une personne qui vient de Shiraz, en sud de l'Iran. Quand je vous disais que tous les artistes, maîtres artisans de l'Empire avaient été envoyés à Samarcande pour travailler ensemble, voici un qui vient de Shiraz, donc il donne son nom de Shiraz, à Shirazi, et il a signé cette porte qui est, je trouve, somptueuse. Voilà, on les appelle les portes du paradis. Alors, nous allons parler d'un premier mausolée, enfin, à part celui qui est le mausolée de la femme anonyme. Alors, donc, je vous ai mis les façades en 98, voilà, et la façade actuellement. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous voyez qu'elle est quand même fortement restaurée. Donc, comme son nom l'indique, nous ne savons pas pour qui il a été fait, ni par qui, puisqu'il est complètement, enfin voilà, ça a priori pour une femme. Et je vous ai montré ce tombeau. Alors, il date d'avant l'époque de Timour, puisqu'il est 1360 et Timour a pris le pouvoir en 1369-70, mais c'est quand même dans la continue, c'est dans l'esprit des Khan de Chagatai à l'époque. Alors, oui, et là, il y a la date, parce que tout ce qu'on sait, effectivement, c'est sa date, qui est sur l'un des carreaux, qui était encore là, d'ailleurs. La date est là. Je vous ai montré celui-ci parce que je voulais en profiter pour vous parler des Muqarnas, qui sont cette zone de transition entre le plan carré et le dôme circulaire, et que l'on trouve dans tous les mausolées et dans beaucoup d'autres monuments d'Asie centrale et d'Iran. Et la forme particulière de ces Muqarnas leur permet de s'insérer dans des écoinçons, des iwans, les grands arches, ou des pishtaks, les portails des monuments. Voilà. Et donc, c'est un décor de nid d'abeilles. Ce sont des carreaux de céramique en relief qui sont eux-mêmes décorés d'arabesques et qui sont chaque carreau est indépendant et il est fixé pour soutenir. Et voilà, c'est pour passer du plan carré au plan circulaire. Et ces Muqarnas, ces décors de nid d'abeilles, est utilisé dans le monde islamique dès le XIIe siècle, à travers tout le monde islamique. Et on va surtout les retrouver après sur les monuments timourides en Iran et en Asie centrale. Enfin, on les retrouve aussi après, mais c'est vraiment caractéristique de cette période. Alors, nous allons parler d'un deuxième... Alors, je ne vous ai pas montré la femme anonyme. Il était tout au fond, voilà. Il est tout au fond, à côté du mausolée de Qusam ibn Abbas, juste au bout. Alors maintenant, on va parler d'un autre mausolée qui est certainement le plus beau et le plus connu et le mieux préservé. C'est celui-là, le mausolée de Shad al-Mulk Aga, qui se trouve tout au début en fait de la ruelle, enfin en haut des marches. C'est le deuxième mausolée à gauche en haut des marches. Et il est très connu parce que d'ailleurs il a été utilisé pour la couverture du livre. Voilà, donc c'est celui-ci. Et c'est le premier tombeau de l'époque timouride, puisqu'il est daté juste après 1371. Donc il est très documenté parce qu'on sait pour qui il a été fait, par qui et qui l'a fait. Donc on a toutes les informations dessus, qui sont écrites d'ailleurs le long dans les inscriptions qui courent le long de la façade. Donc il a été construit par la sœur aînée de Timour, qui s'appelait Kutluk Turkan Aga, pour sa fille, et sa fille s'appelait Shad el-Molk Aga. Voilà, Shad el-Molk. Donc c'est le nom de la fille de la sœur aînée de Timour, donc la nièce de Timour. Et on sait qu'elle est morte le 29 décembre 1371, enfin en ère chrétienne. Hein, donc, on sait que le mausolée a été commencé après sa mort. C'est pour ça qu'on dit après 1371, parce qu'il a dû être commencé en 1372. Et on sait qu'il a été terminé en 1383. Voilà. Donc toutes les inscriptions sont là. Alors, comme vous avez vu, la ruelle est très étroite. Donc moi, je n'avais aucun recul pour prendre la photo. C'est pour ça que j'ai fait un espèce de montage de photos avec mon appareil. Pourtant, j'avais un Nikon. Mais quand l'expédition avait été faite en 98, les photos d'Antoine Le Sueur sont de bien meilleure qualité et lui avait les outils pour prendre des photos
voilà, sans distorsion et de face. Alors c'est un mausolée, on y accède par 3 marches, vous voyez, 3 petites marches, donc il est très surélevé, ce qui lui donne vraiment une silhouette très très élancée. Donc c'est considéré comme, bon, c'est le plus documenté, un des mieux préservés. Il y en a un autre qui est bien préservé, et c'est considéré comme le plus beau en fait de tous les monuments du Shah Izindé et même quelquefois de l'histoire des arts du feu. Le fronton, là, où il y a des grandes plaques de céramique que vous voyez, qui sont là, vous voyez, qui forment un décor, avec un médaillon circulaire au milieu, mais qui est parti. Donc là, c'est vraiment des grandes plaques de décor sous glaçure, sur fond bleu cobalt, avec des palmettes. Alors, voici... alors, il y a plusieurs signatures d'artistes qui ont travaillé. Il y a 2 signatures en dessous des Moukarnas, mais je ne les ai pas photographiées. Et là, il y a une autre signature d'un artiste Amal, voilà. Donc là, c'est œuvre de Ad-Din Shams, Zaïd ad-Din Shams Fakhar. Bon, il est là. Alors là, vous avez différentes techniques de travail, enfin de décor. Là, vous avez de la céramique qui est glacurée sur le dessus et c'est évidé, et là, c'est en terre cuite en dessous, enfin derrière. Là, vous avez un léger relief, là-bas, là, vous avez un décor de léger relief. Et vous avez des briques aussi qu'on utilise, qu'on trouve beaucoup, décors de briques, là. Des petites briques monochromes découpées et imbriquées les unes dans les autres qui forment des motifs géométriques ou qui peuvent faire des lettres aussi. On va voir des mots qui sont écrits comme ça. Et quelquefois, ils sont... Là, c'est que des briques colorées, turquoise, blanc et cobalt, mais quelquefois, elles peuvent être alternées avec des briques de terre cuite, donc sans glaçure, et du coup, ça fait un jeu de décor. Voilà. Et là, vous avez un très beau panneau central qui est là, sur le lambris, qui se trouvait donc au pied du mausolée. Et vous avez là un panneau où vous avez une technique vous avez 3 carreaux de forme circulaire qui forment le médaillon central en relief, en léger relief. Vous avez des cercles de turquoise qui sont découpés, qui sont incrustés, et là vous avez des grands triangles aussi qui sont ajustés. Donc c'est vraiment un jeu de puzzle et qui forme des très très beaux panneaux et de très grande qualité. Ensuite, voici la salle funéraire, quand je vous disais qu'elle était très bien conservée. La salle funéraire du tombeau, la coupole est en très très bon état. Et vous avez toujours ces moukarnas, ces trompes d'angle, avec ces nids d'abeilles qui sont là, enfin là-bas, là. Voilà. Les médaillons, vous avez plusieurs techniques, puisqu'ici vous avez sur les murs, vous avez des grands médaillons avec ce décor sous glaçure légèrement en relief. Là, vous avez encore des parties de plaques encore en lajvardina, donc en cobalt, avec un décor de petits feux rouge, blanc et doré. Et là, vous avez des carreaux, dont vous avez un détail là, qui sont les premiers essais de ce qu'on appellera un décor de glaçure colorée et lignes noires, qui s'apparente à la cuerda seca, mais qui n'en est pas, parce que la cuerda seca espagnole, en fait, c'était une corde sèche que l'on mettait pour séparer les couleurs. En fait, l'idée, c'est de pouvoir agrandir la palette chromatique, d'utiliser plus de couleurs sans que les couleurs ne fusent entre elles. Et la cuerda seca, c'était une ligne, en fait, qui était posée, une corde sèche, et quand elle cuisait, quand le carreau était chauffé, la ligne s'évaporait, donc la terre cuite restait, alors que là, c'est avec un trait de noir, et en fait, le noir reste et forme une très légère ligne noire qui reste sur le carreau. Et là, vous avez aussi les cœurs du carreau, vous avez de l'or aussi. C'est agrémenté d'or. Et on voit les lignes noires, en fait, qui font la séparation entre les couleurs. Et là, du coup, ça permet d'avoir plus de couleurs, parce que là, vous avez du vert, du jaune, du rouge. Et là, vous avez une frise en koufik tressée, on va voir d'autres exemples. Ça, c'est une inscription. Et les hampes des lettres sont en ce qu'on appelle en koufik tressé, parce que ça fait des nœuds, et fleuronné, parce que ça fait des fleurons. Donc là, vous avez une inscription avec des koufik fleurés. C'est assez caractéristique, on va en voir d'autres. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur ce mausolée? Bon, voilà, c'est vraiment des plus belles réussites de
mausolée. Alors, on va voir un autre mausolée qui s'appelle le mausolée dit de l'Ostad al-Nasafi. Alors, en fait, c'est celui qui est au milieu de la placette. Vous voyez, c'est celui-là qui est à côté de, voilà, qui est au milieu de la place. On ne sait pas pour qui il a été fait. On ignore qui est son commanditaire, ni pour qui il a été fait, ni par qui. Et le nom qu'on lui a donné, Ostad al-Nasafi, Ostad, ça veut dire le maître. C'est le nom en fait d'un artiste qui a travaillé, enfin d'un artisan qui a ou d'un artiste puisqu'il a un maître, donc c'est pas un maître artisan, qui a travaillé à la décoration. C'est comme ça que donc on l'identifie par rapport à ce nom. Et aussi, on n'a pas d'élément de datation, donc on l'a daté. Il a été daté de façon stylistique, vers 1380 à peu près. Alors j'ai pris plusieurs exemples de photos de ce monument. Alors voici la façade en 1998 là-bas. Vous voyez dans quel état elle était. Et vous voyez comment elle a été complètement remontée puisque cette partie-là n'existait pas. Donc ça s'arrêtait là. Donc tout ça, ça a été refait. Et puis tout ça, ça a été refait. Là aussi, on voit bien en fait, on devine. Alors si je vous ai mis deux photos de la même façade, c'est pour vous montrer comment, avec la couleur, en fait, ce qui est très beau dans cette nécropole, c'est qu'avec tous ces carreaux, selon la luminosité, selon l'heure de la journée, selon le temps, selon ce que... on a des effets complètement différents et on arrive à avoir des monuments qui ont l'air d'être... pas différents, mais presque. Enfin, voilà, il y a vraiment un jeu de lumière et de couleurs qui est donné par tous ces carreaux. C'est pour ça que je vous ai mis deux photos à différentes heures du jour. Alors voici encore une photo du mausolée. Donc vous voyez bien que toute cette partie a été refaite. Et aussi vous voyez que la coupole, en fait, c'est une double coupole, puisque ça c'est la coupole intérieure. Et là, une coupole extérieure a été rajoutée. Donc ça a été quand même énormément restauré. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre dessus? Ah oui, donc voici donc, les éléments qui sont restaurés. Là, je vous ai remis la photo de 98, de façon à ce que vous puissiez voir les éléments anciens et les éléments restaurés. Alors, quelquefois, c'est pas facile à voir et quelquefois, c'est très évident. Donc, ça dépend. Là, ça se voit. Et là, voici la signature de Amal, donc œuvre de Ostad al-Nasafi. Voilà, c'est sur cette colonnette qui se trouve en fait ici que le nom de cet artiste est donné et il a donné son nom au mausolée. Alors, j'ai d'autres photos de ce mausolée. Oui, voilà, je vous ai montré c'est pareil, c'est le revers du livre, donc voilà, et qui est là. Et où vous voyez, pareil, alors là, des morceaux qui manquent. Et la frise de carreaux aussi ici qui est manquante. Et maintenant, c'est complètement refait. D'ailleurs, là, ça c'est des carreaux anciens et ça c'est des carreaux modernes. Ici, là, c'est pas évident de le voir. Je crois que si on n'a pas les photos, quelquefois, on a du mal on a vraiment du mal quelquefois à voir, mais quelquefois c'est évident. Je vous ai aussi, alors c'est un décor pour vous montrer le type de décor de palmettes. Double palmette, voilà, je vous ai mis des dessins de palmettes. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais ça vous donne l'idée de cet axe de symétrie et de ces palmettes trilobées ou bifides, selon la palmette, qui sont typiques de l'art islamique et que l'on retrouve, dont ce fleuron à corps cintré est un exemple tout à fait caractéristique. Voici l'intérieur du mausolée qui est aussi en très bon état. Donc la coupole qui est là, les trompes d'angle qui sont qui sont là, et les murs, toujours à l'intérieur des murs avec différentes techniques, les briques, la naille, le décor de ligne noire, le décor sous glaçure, le décor de petits feux par-dessus. Et là je me suis arrêtée sur un carreau, sur cette frise en fait que vous avez là, la frise que vous avez ici, voilà, qui court au milieu du mausolée, qui court à peu près à mi-hauteur, voilà, que vous avez ici, qui a été, voilà, là vous avez, je vais vous faire un détail,
Et là, en fait, ce sont des carreaux qui sont copiés. Enfin, c'est une restauration, donc on voit très bien. Là, on voit, c'est flagrant. La couleur, le dessin, tout est vraiment... c'est mal fait. Et là, je vous ai mis... Et là, je vous ai mis un détail de ces carreaux où, en fait, on voit bien la ligne noire qui reste et qui fait vraiment la distinction entre... Enfin, qui délimite bien les couleurs, en fait. Qui délimite... Et là, vous avez vraiment une richesse de couleurs que vous avez grâce à cette technique, en fait, de glaçure, ce qu'on appelle des glaçures colorées qui sont posées à l'intérieur des compartiments, délimités par les lignes noires. Alors là, l'inscription, c'est marqué Al-Mulk Lillah, ça veut dire le royaume est à Dieu. Donc c'est une inscription assez fréquente en islam. Donc c'est pas évident à lire parce que c'est encore un koufik tressé et fleuronné. Al-M-L-K et L. Voilà, il faut lire là en fait. Vraiment lire que ça. Et au-dessus, c'est de la décoration. C'est des hampes qui sont tressées et qui vont faire des fleurons. C'est vraiment très raffiné. Excusez-moi, les lignes noires, quel était le matériau principal ? Je crois que c'est de la chromite. Je crois. Il me semble. Non ? Hein ? Je crois que c'est. Ouais. C'était un matériau peu fusible en fait, qui était juste posé et qui est resté et qui. Je crois que ça a été analysé comme de la chromite. Alors c'est une appellation qui n'existait pas avant, puisqu'avant on appelait tous ces carreaux Quarda Seca. Et c'est Jean qui l'a lancé, qui a voulu vraiment. Et son idée de ce livre, Tombeau de paradis, c'était vraiment pour, entre autres, pour expliquer. Enfin, c'était pas la seule raison. L'idée, c'était que le Shaizinde, en fait, c'était. On avait tous les carreaux, on avait toutes les techniques de céramique. Ça pouvait expliquer toute la céramique, était expliquée, concentrée dans un monument, enfin dans un site. Voilà. Mais en travaillant dessus, il a développé la théorie, la ligne noire, voilà, et qui a été reprise avec Yves Porter, qui a développé, qui a continué à l'expliquer. Alors, je suppose que c'est pas la même technique. Au-dessus, non, voilà. Alors là-bas, au-dessus, c'est pas du tout, on voit très bien. Et là, on sent d'ailleurs sur cette photo, ce grossissement, on sent le relief que vous voyez, les glaçures colorées là sur le jaune. On sent le relief des couleurs, là, le bleu, on sent le relief, le jaune. Et on voit bien que la ligne noire est plus au fond, enfin qu'elle délimite. Oui, alors là, c'est pas un sous-glaçure sans sa copie, mais ça n'a rien à voir. Vous avez tout à fait raison. C'est volontaire, non ? De quoi ? La différence entre ce qui était restauré et... Ah non, c'est que ça a été mal fait, parce que quelquefois ils l'ont bien fait, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver... Enfin, je pense, hein. Non, parce que quelquefois ils ont vraiment essayé de... Non, je sais pas, enfin, je pense que c'est mal fait. Hein. Mais d'ailleurs, où est-ce que je ne vous l'avais pas montré au début ? Voici d'ailleurs, alors, pour faire encore le lien entre les différents arts timurides, je vous ai remis le carreau avec son inscription et son koufik tressé fleuronné avec 2 pages de manuscrit qui vient d'un, je crois que c'est un... Bon, c'est un Roscoe et Chirine, bon, c'est pas important. C'est un manuscrit qui date de 1421, qui est conservé à Saint-Pétersbourg, où vous avez, pareil, vous voyez l'inscription qui est là, avec les hampes qui continuent et qui font un décor fleuronné. C'est pour vous montrer que cet art, on le retrouve en céramique, on le retrouve aussi sur des manuscrits, différentes autres choses. C'est pour ne pas se concentrer à la céramique. Où est-ce qu'on avait vu la restauration ? C'était les... Bon, je vais voir si... Il n'y avait pas un mausolée qui est complètement restauré. Je n'ai pas montré les couleurs justement sur les restaurations horribles. C'est le premier, hein, c'est ça, hein ? Attendez, on va juste revenir sur... Voilà. Et là, vous avez ces trompes d'angle. Alors, je ne vous ai pas fait remarquer, mais effectivement, ça, c'est la photo de 98, et ça, c'est maintenant. Et quand vous rentrez dans le monument, c'est agressif presque. Je sais pas, ça, c'est des carreaux d'origine, vous voyez, qui correspondent à ça. Et là, et ça, c'est des carreaux restaurés. Quand vous voyez ces couleurs, là, ça, c'est d'origine, et ça, c'est restauré. Mais on dirait que ce ne sont plus les mêmes. Ah bah c'est... Par rapport à 98. Ah bah... Parce qu'il y en avait quand même pas mal avant 98. Alors, il y a 4 écoinçons, il y a 4 troncs d'angle, il y a 4 mouscarnas. Alors, j'ai pas retrouvé... Comme j'ai pas assez d'éléments sur cette photo, s'il faudrait que je regarde exactement il aurait fallu que je regarde exactement le nombre de petits traits en dessous.
parce qu'il y a beaucoup de plaques qui sont tombées. D'ailleurs, il y en a une au musée du Louvre. Alors, on ne sait pas quand elles sont tombées, mais en tout cas, on voit qu'il y en a qui sont tombées. Je ne sais pas celle-ci, si elle est complète ou si c'est les autres. Enfin, voilà, si c'est l'une des 4 autres. Mais en tout cas, c'est très violent comme restauration. Enfin, je préférerais encore revoir en ruine que. Enfin bon, c'est plastique. Qu'est-ce qu'il y a? Mais la restauration a été faite suivant un programme défini à partir de documents anciens, de photos Bah, les documents, ils les avaient à côté, puisque ils les ont sur certains. La preuve, il en reste. Mais sur certaines portes, visiblement, ils ont rajouté des étages et c'était à partir de documents de photos anciens où ils ont. Ah oui, photos anciennes, pas toujours, mais bon, après, c'est une question d'architecture aussi. C'est toujours le même système. Quand ils rajoutent, c'est qu'ils ont à peu près. Vous voyez, regarde, Oui, c'est ça. On a l'idée du. C'est par rapport à ça, hein, on ne peut pas l'inventer en fait. C'est exactement les mêmes proportions. Donc, si on a le bas, on peut refaire le haut qui manque. Donc je retourne sur le mausolée de Ostad Ali Safi, le voici. Et on va parler du mausolée anonyme numéro 2. Voilà, un autre. C'est celui qui se trouve aussi sur la place centrale, donc celui où ils ont tout augmenté, vous voyez. Celui où ils ont remis, ils ont continué le portail. Mais c'est pareil, ils l'ont fait en fonction de ça, des proportions. Et là, c'est le côté, en revanche, ça c'est resté, c'est les deux côtés du pishtak, le portail. Là, ici, de part et d'autre, il y a ces panneaux qui sont encore en lajvardina. Vous voyez ce décor bleu, cobalt, on appelait la piste lazuli, avec du rouge et du doré, qui sont en cuisson de petits feux que l'on retrouve par-dessus, qui sont très très beaux. Et des bandes de bananes, on voit pas. Bon, là, il y a d'autres techniques et d'autres inscriptions. Le dernier tombeau que je voulais vous montrer au Shaizinde, alors là on passe carrément, on est au fond et on passe au début du XVe siècle puisqu'on est à un mausolée qui daterait de 1404-1405 parce qu'il y a une date qui est donnée sur une porte mais on n'est pas complètement sûr que ce soit vraiment la date. En revanche, alors il est composé de deux choses, parce que vous voyez sur le plan, il y a une mosquée et un mausolée. Il y a deux éléments, deux parties, et on pense qu'en fait ça aurait été fait, enfin on a donné le nom de Tuman Aka, qui est l'une des femmes de Timur, l'une de ses épouses, et on pense que c'est que ça a été fait pour elle, que c'est elle qui l'aurait fait construire pour l'une de ses filles. Ce qui est intéressant sur ce tombeau, en fait, sur ce mausolée, donc là vous l'avez avant et maintenant, c'est qu'en fait tout est décoré en mosaïque de céramique. Donc on change de technique, là on est sur une autre technique qui nous permet d'aborder la mosaïque de céramique où en fait les couleurs, bon là c'est pas la ligne noire, mais c'est plus compliqué en fait à faire que la ligne noire. Il faut vraiment, c'est laborieux, il faut tout découper et insérer. C'est pour ça qu'après ils vont trouver la ligne noire, mais là tout est en mosaïque de céramique et là il y a la signature de l'artiste, qui est aussi en mosaïque de céramique. Alors la mosaïque de céramique, donc c'est une technique qui apparaît dans le monde islamique autant en Orient qu'en Occident, puisqu'on l'a à Grenade aussi, puis après on l'aura au XIVe, XVe siècle à Grenade et au Maroc. Si vous avez vu ces éliges, c'est découpé. Elle est au XIIIe siècle, donc à Konya aussi, dans la partie anatolienne, donc en Orient et en Occident, et progressivement elle va disparaître d'Anatolie et elle va rester en Occident puisqu'on continue à en voir au Maroc. En revanche, elle va aller vers l'Est. C'est une technique qui va être utilisée en Iran et en Asie centrale et qui continue en Iran même au XVIe siècle, qui continue après. Et qui permet. Alors l'avantage, c'est qu'on peut enrichir. On peut utiliser une palette de couleurs variées puisque chaque plaque est découpée. Il n'y a pas les couleurs ne se mélangent pas. Donc à partir du XVIe, c'est une technique qu'on va retrouver sur l'Afghanistan et sur l'Iran. 15e. Voilà. Donc là, on a fini la nécropole. On va continuer rapidement
On va aller à Shahrazad, donc cette ville ça veut dire la ville verte. En fait, la ville s'appelait Kash avant, K-A-S-H, et c'est Tamerlan qui lui a donné le nom de ville verte. Et c'était l'une des plus anciennes villes d'Asie centrale, qui a été fondée il y a plus de 2700 ans et qui appartenait à l'empire achéménide, donc avant Jésus-Christ, du 6e au 4e avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand y passait des hivers à Kash, et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré son épouse Roxane, en 328. Roxane était une princesse, ça veut dire lumineuse, la lumineuse, et elle était une princesse de Bactriane, et elle est née à Kash. Et c'est la mère de son fils posthume aussi, de son fils Alexandre IV. Voilà. Ça, c'est un clin d'œil, parce que comme ma fille s'appelle Roxane. Voilà. Pardon ? Voilà, exactement. C'est elle, la lumineuse. Donc c'était un lieu qui était très apprécié du temps de Timour, au début de son règne, et puis progressivement il a déplacé sa capitale à Samarcande. Donc Shahrazad n'était plus vraiment utilisé, mais il a voulu embellir sa ville, qui était quand même sa ville de naissance, et il a décidé de faire construire ce palais, le palais blanc, un palais noble, dont il ne reste plus, qui a été détruit, ce palais a été détruit au XVIIe siècle, et il ne reste plus que le portail d'entrée. Et encore, il ne reste que la moitié du portail. Donc c'est extraordinaire comme bâtiment. Je ne sais pas si vous imaginez la taille du portail. Alors là, quand on rentre, en fait, le portail est décoré de céramique sur l'extérieur. Et en revanche, ça c'est la partie intérieure qui donnait sur la cour centrale du palais. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de décoration, mais à l'extérieur, il était entièrement décoré. Quand vous voyez la taille des gens, en fait, on pense, enfin voilà, c'est une reconstitution de l'arche. L'arche, elle culmine déjà à 22 mètres, là. Et là, on devait être à une trentaine de mètres. Et le total faisait 71 mètres. Donc c'est colossal. C'est un palais qui était... Enfin, ça, c'est la porte, hein, simplement, hein, qui reste. Donc on imagine la taille du palais. Tout est démesuré. Voilà, donc c'est énorme. Et on connaît l'existence de ce palais par des récits de l'espagnol Ruy González de Clavijo, qui était ambassadeur auprès de Tamerlan en 1403. Donc on sait très bien... on a des récits de ce qui se passait dans ce palais. Et voilà, 22, il a été construit vers 1380 jusqu'en 1404, donc à la fin de Timour, il a continué à l'agrandir. Et voici ce qu'il en reste. Alors on va s'avancer, parce que je ne sais pas si vous voyez la taille des gens, on va s'avancer dans cette gigantesque arche. Voici, voilà, 2 personnes là, qui sont là. Vous voyez là. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les techniques encore de céramique, puisque là vous avez des inscriptions mais qui sont faites avec des carreaux hexagonaux, et dont on voit très très bien les moules. Là vous avez les fameuses briques colorées, les banailles, donc, qui sont mélangées avec des briques crusses, des briques de terre cuite, comme je vous ai expliqué, de façon à faire des jeux de géométrie. On peut écrire aussi. Là vous avez une inscription, mais elle est en carré, avec des carrés carreaux, des carreaux carrés. Là vous avez encore des carreaux. Là vous avez la frise de banaille encore. Alors là, vous avez, ça c'est Mohamed et Allah. Voilà, c'est un jeu de Mohamed Allah, ça c'est Ali. Donc c'est vraiment. Et ça forme un décor complètement géométrique. Et vous avez une alternance de plein de techniques différentes. Toujours les mêmes techniques que vous retrouvez. Là, vous avez même des carreaux en relief, avec côté briques, enfin glacurées et non glacurées. Là encore, on voit bien les banailles, là. On voit bien les briques qui forment des inscriptions, qui forment Ali et Mohamed. Et là aussi encore ce koufik, alors là c'est un koufik encore un peu tressé et qui est là avec une double inscription, parce qu'il y en a une là en noir avec du doré, encore avec du rouge et de l'or, donc encore en deuxième feu, et là une inscription blanche qui est au milieu. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore du palais? Oui voilà, alors là c'est pour vous montrer, bon, vous voyez, bon, c'est très abîmé, mais on voit, comme ça on voit bien les techniques des carreaux. Et là, je vous ai mis, ça c'est le côté, vous voyez l'épaisseur des murs, et l'intérieur, c'est l'intérieur qui n'est pas du tout décoré. Et là, c'est encore des gens avec leur parasol, enfin leur parapluie, donc vous voyez la taille de l'arche, ça c'est juste l'arche. Et ça, c'est bon, voilà, ce qui m'en reste. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé des dallages au sol aussi, de carreaux.
Alors, vous voyez les légendes. Donc, on a recouvert, ça a été recouvert de dalles de verre sur lesquelles on peut marcher. Bon, elles sont très abîmées, mais vous devinez des pavages d'étoiles et carreaux, et étoiles et croix. Et là aussi. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Bon, on a retrouvé, donc c'était vraiment un très beau palais à l'époque. Alors ensuite, on retourne à Samarcande. On fait rapidement les 2 derniers monuments. Bon, ça va, on a encore. On retourne à la mosquée qui s'appelle la mosquée de Bibi Hanoum. Alors, en fait, c'était la grande mosquée, Masjid Islami. C'est une grande mosquée qui a été édifiée entre 1399 et 1404 par Timour, quand il est rentré de sa campagne d'Inde. Alors, elle a pris le nom de Bibi Hanoum, qui était la fille de l'empereur de Chine et qui était l'épouse préférée de Tamerlan. Bon, la légende dit que c'est elle qui l'a commandité, mais a priori, ce serait Tamerlan qui l'aurait commandé. C'est une immense mosquée qui mesure 167 par 109 mètres à l'intérieur, et les minarets montaient parce que, à 50 mètres de haut. Donc c'est vraiment énorme. Et les chroniques de l'époque disaient qu'il a fallu employer 500 ouvriers, 200 architectes, artisans, maçons et plus de 95 éléphants indiens pour venir à bout des travaux. Donc c'est vraiment colossal comme mosquée. Voilà, donc démesuré. Voilà la cour intérieure de la mosquée. Bon, elle a été aussi énormément restaurée, mais elle a quelque chose d'intéressant, c'est un lutrin qui se trouve là, en pierre, en marbre, qui est là. On voit des gens devant, qui est un immense lutrin pour poser un immense Coran, un Coran gigantesque. Voilà, qui est là. Vous voyez les gens, le couple à côté, là, derrière. Et vous voyez la taille, il mesure 2,30 mètres sur 2 mètres de mesure. Alors, je ne sais pas combien il fait de haut, mais il est énorme. Et en fait, c'est un lutrin qui a été fait sur l'ordre de Ulugh Beg, le petit-fils de Tamerlan. Ulugh Beg est un sultan qui est connu parce que c'est lui qui a créé un observatoire à Samarcande, justement. Un observatoire très célèbre qui a été très abîmé et détruit, mais dont on a retrouvé les traces récemment. Enfin, récemment. Au cours du siècle. Et donc, c'est lui qui a commandité ce lutrin pour poser un Coran gigantesque. Alors, l'histoire raconte que c'est un Coran qui avait été écrit pour Timour. Donc, l'histoire raconte qu'il y a un calligraphe très célèbre à l'époque, qui d'ailleurs je crois qu'il n'avait pas de main droite et il n'avait que sa main gauche, et il a écrit un Coran en écriture goubar, qui est une écriture microscopique. Et un Coran écrit en écriture tellement microscopique que, paraît-il, il pouvait tenir sous une bague d'archer. Tout le texte pouvait être caché sous une bague d'archer. C'était extraordinaire, la finesse de l'écriture de ce Coran. Et il l'a offert, il l'a montré à Timour. Il pensait être honoré de ce travail extraordinaire. Et en fait, Timour l'a à peine regardé, complètement... il ne s'est pas du tout intéressé à ce qu'il avait fait. Et ce calligraphe a été tellement vexé qu'il a dit, puisque c'est comme ça, je vais lui faire un Coran gigantesque. Et donc, il a fait un Coran qui, on pense, mesurait 2,30 mètres sur... combien il faisait le Coran ? Non, pas 2,30 mètres, mais il fait 1 mètre... Oh, les pages, elles font 1,20 m pour facile. Hein. 2 mètres... Non, ça c'est le lutrin, mais je ne sais pas si c'est le Coran. Le Coran. Le Coran, il fait... on pensait le Coran devait faire 340 folios, parce qu'il y a des pages qu'on dit venir de ce Coran, mais on n'est pas sûr en fait que ce soit de celui-là. Donc, bref. En fait, l'histoire dit ça. Il y a un Coran qui existe, il y a des pages de Coran, parce qu'il n'y a pas le Coran complet, qui existent, qui font, je crois qu'elle fait 1,20 m sur 70 cm les pages à peu près. Donc on ne sait pas si c'est celui-là ou pas. Parce qu'en fait, le Coran qui fait 1,20 m, on dit que c'est le Coran de Baïzangour, un autre petit-fils de Tamerlan, donc ce ne serait pas celui-là. Bon, bref. Donc, en tout cas, le lutrin est là, donc il y a bien eu un Coran qui a été posé. Sur place, ils vont dire que c'est un Coran du 7e siècle, mais c'est pas possible. Qui est soi-disant à Tachkent, mais c'est pas celui-là. Non, c'est pas... Bon, bref. Voilà, donc il y a encore plein de mystères et plein de choses à découvrir. Mais voilà, ça c'est d'autres vues de la mosquée de Bibi Hanoum, où on voit encore ce jeu de banaï qui forme des inscriptions, et ici une grande frise aussi avec la même technique, et la coupole. Bon, c'est un peu en ruine, mais c'était pour montrer. Et voilà, le dernier monument, c'est le Gour Émir, donc c'est le tombeau, ça veut dire le tombeau de l'émir.
et qui est là où est enterré Tamerlan. Alors, l'histoire de ce bâtiment. En fait, au départ, Tamerlan n'avait pas du tout tenu à se faire enterrer là. Il avait prévu de se faire enterrer dans une crypte, dans sa ville natale, à Charisabs. On va la voir, je vais vous montrer. Et il avait dit qu'il voulait juste une pierre et mon nom dessus. C'était tout. Il ne voulait rien de plus. Et effectivement, il l'avait préparé, sa tombe. Mais son petit-fils, Mohamed Shah, qui était prévu pour lui succéder, en a décidé autrement et a décidé qu'il allait faire un tombeau pour son grand-père. Donc il a construit un tombeau, mais en fait, Mohamed Shah a construit en fait un complexe avec une mosquée, une khanaka, c'est-à-dire c'est comme un monastère, hein, c'est un monastère de soufis, voilà, une madrasa, donc une école coranique, une mosquée, donc tout un complexe avec un portail qui est ici d'ailleurs. Le portail est toujours là. Bon, il a été restauré encore, mais la partie inférieure est d'origine. Et donc Mohamed Sultan avait préparé ce complexe avec un tombeau pour son grand-père. Mais il se trouve, et d'ailleurs on va voir le tombeau, je vais vous le remontrer. Attendez, je vais vous montrer d'autres vues. Voilà. Alors ça c'est des photos du Gour Émir, enfin de ce fameux tombeau en 91. Donc vous voyez toute cette partie donc, a été refaite. Et le minaret en 91, le minaret a été détruit. Et là, en 94, il y a des échafaudages là, on commence à vouloir le restaurer. Et en 96, bon, on a retrouvé un minaret. Donc c'est une coupole de 64 nervures qui doit faire 32 mètres de haut, je crois. Bon, on va en revenir après parce qu'en fait, ce n'était pas celui d'origine. Celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il a été détruit parce que, voilà, le portail de Mohamed Sultan, c'est celui-ci, le portail qu'il a fait faire. Enfin, pour son complexe, mosquée, un madrasa, monastère, mausolée. Et il y a un artiste qui a signé ici d'ailleurs, l'inscription est juste là. Et c'est signé « Construit par le faible esclave Mohamed, fils de Mahmoud d'Ispahan, al-Isfahani ». Donc encore la Nisba, encore ce nom, le dernier nom du nom de l'artiste, en fait donne son origine, puisque al-Isfahani, ça veut dire qu'il vient d'Ispahan. Donc une autre ville encore de l'Empire timouride. Et donc voilà, donc ça c'est Mohamed Shah avait commencé à préparer un grand complexe avec un tombeau pour son grand-père, donc indépendamment de la volonté de son grand-père. Mais seulement il est mort avant son grand-père, puisqu'il est mort en 1403. Mohamed Shah, Mohamed Sultan, qui était prévu pour succéder à Timour. Du coup, oui, là je vous ai remis la photo du portail avec où vous voyez tout ce qui a été refait. Alors du coup, Timour a finalement décidé à enterrer son petit-fils là, mais c'était pas assez beau pour lui. Il a décidé de détruire ce que son petit-fils avait fait et il a demandé à faire construire quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus grand. Et c'est ce tombeau qui est là. Et paraît-il qu'il aurait il l'a fait détruire et qu'il aurait demandé aux ouvriers de travailler nuit et jour et qu'en 15 jours, ils auraient refait un tombeau plus grand et plus beau. Voilà. Et donc ça, c'est en 1403, 1404 à peu près, 1405. Et finalement, c'est Tamerlan qui meurt lui-même aussi en 1405. Et son petit-fils Ulugh Beg, celui qui a fait l'observatoire d'astronomie après, l'a enterré ici. Alors au début, il ne l'a pas enterré dans le tombeau. On va voir le tombeau, le mausolée. En fait, il ne l'a pas enterré. Voilà l'intérieur du mausolée. Donc, très très beau, avec des cénotaphes. Les tombes, donc, qui ne sont pas en fait les tombes. Parce qu'en fait, tous les corps, quand Tamerlan est mort et son petit-fils est mort, ils étaient mis à côté dans le monastère, enfin dans le complexe, mais juste à côté. Et quand les guerres de succession se sont calmées, on a pu les repasser ici, dans le tombeau principal. Mais c'est Ulugh Beg qui a tout arrangé et qui a rapporté un énorme bloc de jade, de néphrite, ici, qui est en fait vert foncé. Il a l'air noir, mais il est vert foncé. Ça, c'est le tombeau de Tamerlan, enfin le cénotaphe de Tamerlan, au pied d'un chef de son guide spirituel. Et en fait, tous les corps, donc, Ulugh Beg a installé tous les cénotaphes. Il y a le sien aussi, d'ailleurs, mais qui a été mis après. Il y a une très jolie bordure de marbre, donc une balustrade de marbre qui fait le tour des cénotaphes. Et en fait, tous les corps sont enterrés dans une crypte qui se trouve sous ce bâtiment. Voilà.
Donc les corps ne sont pas du tout dans les cénotaphes. Donc le corps de Tamerlan est là. Voici l'entrée de la crypte, sous le tombeau, sous le mausolée. Et en fait, ils sont enterrés là, tous. Leurs corps embaumés sont tous là, mais on ne peut pas les voir. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas pu les voir. Alors, la cour du Gourémir, voilà, je voulais vous montrer dans la cour, parce que c'est quand même tout est grand. Il y a un bloc de marbre qui fait 3 mètres sur 1 mètre 50, qui était l'endroit où était posé le trône de Timur. Voilà, là, vous voyez, voilà, c'est dans la cour, c'est complètement gravé, complètement décoré, écrit. Il y a aussi dans la cour, ils ont retrouvé un chandelier, une base de chandelier énorme. Encore, vous voyez, il y a des gens à côté pour vous rendre compte de la taille des bougies. On n'ose pas imaginer la taille des chandelles qu'ils mettaient dedans. Et ça m'a fait penser à vous montrer un objet qui est au musée du Louvre, qui est donc un élément de flambeau, mais qui est en 2 parties, et qui n'est en fait qu'un élément, puisqu'en fait il manque la base, qui se trouve au musée de Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage. Et l'ensemble fait déjà la 43 cm et 22, et avec la base, je crois que ça devait faire 89 cm, donc vous vous rendez compte de haut. Déjà, la taille. Et ça, ce sont des flambeaux, des chandeliers que Timur a commandés. Il en a commandé 6 pour un sanctuaire en Turkestan. Et il a commandé 6 flambeaux comme ça, et donc il en reste. Et là, c'est même pas un flambeau entier, hein, donc il manque la base qui se trouve à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Mais voilà, tout est démesuré, tout est grand. Et la dernière image. C'est la fameuse crypte. Enfin, je vous ai dit que Tamerlan, en fait, n'avait pas du tout prévu de se faire enterrer à Samarcande, au Gourémir. Il voulait se faire enterrer dans sa ville natale, donc Şahresabz, ancienne carte. Et il avait construit une crypte, fait construire une crypte. Et effectivement, on a retrouvé cette dalle avec l'inscription qui dit que c'est sa tombe. Ça a été retrouvé par les archéologues soviétiques en 1943, mais on n'en avait absolument aucune idée. On ne savait pas du tout, enfin, eux ne savaient pas que c'était. Et donc, maintenant, elle est visitée. Et donc, elle est à Şahresabz, le tombeau où il avait prévu d'être enterré, au lieu d'être enterré au Gourémir. Et il avait d'ailleurs choisi ici, et il avait fait enterrer son fils aîné qui était mort aussi avant lui. Pareil, à côté, j'ai mis une diapositive, monsieur. Donc là, c'était la fin, mais j'ai repris une diapositive. Voilà. Ça, c'est le tombeau. Il avait fait ce tombeau pour son fils. Voilà, son fils est enterré là, juste à côté de la crypte d'ailleurs. Donc, ils ont trouvé la crypte. Voilà, donc ils ont trouvé. Ça, c'est le tombeau d'un de ses fils. Et il a un autre fils aussi qui l'a enterré là. Donc, en fait, il avait vraiment prévu de se faire enterrer à Şahresabz. Les choses ont été autrement. Voilà.